Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Aujourd'hui, on continue la série énergie du podcast. On a parlé déjà de nucléaire, on a parlé d'hydrogène, on a parlé d'hydroélectricité, on a parlé d'énergie renouvelable, on a parlé du marché de l'électricité. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur l'énergie hyper facilement. Si vous n'arrivez pas à le faire dans la liste sur votre plateforme d'écoute, vous pouvez aller sur le site thebigshift.fr et vous avez tous les épisodes qui peuvent être classés par catégorie. Donc si vous avez une catégorie qui vous intéresse, mobilité, alimentation, énergie, et vous pouvez retrouver tous les épisodes qui sont sur ces différentes catégories hyper facilement sur le site internet. Le site internet qui commence à bien se développer. Vous êtes plus de 4000 à l'avoir regardé dans les derniers 30 jours. Donc je viens de me rendre compte de ça, donc c'est une super nouvelle. Merci à tous de regarder The Big Shift avec autant d'attention, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, donc, on continue cette série énergie sur The Big Shift et on va parler enfin de solaire photovoltaïque. Et pour ça, je suis avec Damien Salel. Salut Damien. Salut. Peut-être je vais commencer par me présenter un peu rapidement. Eh bien oui, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis me dire aussi pourquoi est-ce que c'est avec toi que j'ai décidé de faire cet épisode, quel est ton point d'expertise sur le sujet? Ouais, très bien. Alors en quelques mots, en fait, donc moi je suis ingénieur en énergie renouvelable. Donc j'ai travaillé pendant un an et demi sur tout ce qui était politique climatique des territoires, donc notamment sur ce qu'on appelle des plans climat-air-énergie territoriaux, et dans ces plans-là, il y avait un volet énergie renouvelable qui était assez important, et notamment développement du photovoltaïque. Donc j'ai commencé, on va dire, ma carrière comme ça, et puis après donc cet enjeu territorial, j'ai rejoint une association qui s'appelle SPUL, et qui, elle, est vraiment donc spécialisée dans le domaine du photovoltaïque, et donc c'est une association d'intérêt général, donc c'est pas un lobby, c'est une association qui est financée principalement par des fonds publics, donc c'est l'ADEME, l'Europe, le ministère, et donc qui maintient un site qui s'appelle photovoltaïque.info et qui permet aux particuliers, mais aussi aux installateurs et aux professionnels de se tenir au courant en fait de la réglementation, de la loi et de tous les changements qui concernent le photovoltaïque. Et c'est un site qu'on met à jour régulièrement. Et donc aussi pour préciser, voilà, actuellement je suis en arrêt maladie donc depuis décembre, donc je suis toujours salarié de l'association, mais je n'y travaille pas. Ok, si on regarde rapidement donc le fond du sujet, on va l'aborder au fur et à mesure de l'épisode. Il y a beaucoup de mythes, de légendes à déconstruire autour de l'énergie solaire. On nous dit tour à tour que c'est écolo, puis ensuite que ça ne l'est pas, qu'il y a des terres rares, que c'est hyper impactant pour l'environnement, puis en fait que c'est la solution du futur. Il y a des choses qui sont... Ça paraît assez simple quand on en parle comme ça, mais en fait, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Pour commencer, est-ce que tu peux me dresser un rapide tableau de la situation? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui l'énergie solaire, notamment en France, en part d'énergie, et quel est le rythme de développement de cette techno? Ouais, très bien. Alors, peut-être qu'il faut déjà préciser ce qu'est l'énergie solaire avant même de commencer. Oui, c'est une très bonne idée. Sachant que dans l'énergie solaire, il y a plusieurs types d'énergie solaire. Donc, moi, je suis plutôt spécialisé dans le domaine du photovoltaïque. Ouais. Et le photovoltaïque, c'est quoi? C'est en gros une technologie qui convertit l'énergie du soleil en électricité. C'est différent, par exemple, du solaire thermique, qui, lui, va utiliser en fait l'énergie du soleil pour produire de la chaleur. Donc, notamment, ça peut être de l'eau chaude sanitaire, ça peut aussi être du chauffage, mais c'est quand même plus minoritaire. Et puis, il y a également d'autres technologies qui utilisent l'énergie solaire pour produire de l'électricité, mais c'est des technologies qui sont minoritaires et qui ne sont pas du photovoltaïque. Donc, c'est notamment du solaire à concentration qu'on peut retrouver dans des déserts, que ce soit au sud des États-Unis ou dans le sud de l'Espagne, mais on parle vraiment d'une technologie minoritaire. Aujourd'hui, la technologie qui se développe le plus au niveau du solaire, c'est clairement le solaire photovoltaïque. Donc, les centrales thermiques dont tu parles aux États-Unis, je pense que vous avez tous vu des photos de ça. C'est des grands champs avec des miroirs qui sont très concentrés autour d'une tour et qui balancent tous leurs rayons sur un point très central pour le chauffer à des très hautes températures. Voilà, on en voit aussi dans les déserts en Arabie Saoudite, je pense, ou en Égypte. Ouais, et au Maroc aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même une technologie qui reste assez minoritaire.
En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que sur cette technologie, il n'y a pas eu la forte baisse des coûts qu'on a pu connaître sur le photovoltaïque, ce qui fait qu'aujourd'hui, le photovoltaïque se développe beaucoup plus que ces autres technologies. Et ça vaut aussi en fait pour le solaire thermique. Donc, il y a des pays qui ont fortement développé le solaire thermique. Donc, on peut parler par exemple de la Chine, qui a énormément de solaire thermique. Mais vu la baisse des coûts qui est vraiment énorme sur le photovoltaïque, par exemple en France aujourd'hui, c'est bête, mais il vaut mieux avoir un système photovoltaïque raccordé au réseau en autoconsommation qui va faire tourner un ballon d'eau chaude sanitaire qu'un système solaire thermique. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de baisse des coûts sur le solaire thermique en France et que c'est plus avantageux de faire du photovoltaïque. Ce qui, du point de vue thermodynamique, c'est aberrant. À quoi elle est due cette baisse des coûts? C'est parce qu'aujourd'hui, on sait beaucoup mieux produire, on standardise, on arrive à produire en énorme quantité. Voilà, exactement. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir cette baisse des coûts sur le solaire thermique, et d'ailleurs dans certains pays, que ce soit en Israël ou en Chine, le solaire thermique est vraiment intéressant d'un point de vue économique, même par rapport au photovoltaïque, mais en France, on n'a pas eu un développement suffisamment fort du solaire thermique, ce qui fait qu'on n'a pas eu cette standardisation. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le photovoltaïque, c'est un marché mondial. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% des modules sont produits en Chine ou en Asie de l'Est. Et là, on parle en fait d'usines qui sont vraiment gigantesques, donc qui produisent plusieurs gigawatts par an dans chaque usine. Et par cette production de masse, en fait, on a eu des économies, des effets d'échelle, en fait, qui ont été considérables. Et donc, nous, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, entre 2010 et 2020, on a eu une réduction du coût de revient du photovoltaïque de 90%. Donc, on a divisé par 10 les coûts du photovoltaïque en seulement 10 ans. Oui. Juste pour revenir un peu sur la notion de taille d'une centrale, une grosse centrale nucléaire, c'est quoi? C'est 5 gigawatts, par exemple? Alors, on peut avoir des ordres de grandeur sur, quand tu dis des énormes centrales de plusieurs gigawatts? Alors, là, tu me parles de centrale. Donc, une centrale, tu parles donc de plusieurs réacteurs. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, un réacteur, en général, c'est 1 gigawatt. D'accord, ouais, donc une centrale. Une centrale, les plus grosses centrales, effectivement, elles peuvent être aux alentours de 5 gigawatts. Et à côté de ça, donc là, tu me parles de gigawatts. Donc, si tu parles de puissance, c'est vraiment ce que peut délivrer la centrale au moment de son pic de production. Mais il faut bien différencier donc, cette puissance en gigawatts de la production. Oui. Parce que la production d'une centrale nucléaire, elle va être plus importante pour 1 gigawatt donné. Donc, par exemple, 1 gigawatt d'une centrale nucléaire, il pourra tout à fait produire 6 TWh à l'année, là où une centrale photovoltaïque de la même puissance, donc de 1 gigawatt, bon, on n'a pas de centrale aussi grosse en France, hein, on va y revenir, mais mettons qu'on ait une centrale d'1 gigawatt, si on est dans le sud de la France, on pourra produire aux alentours d'1,5 TWh, alors que si on est... par exemple, dans le nord de la France, on va plutôt être aux alentours d'1 TWh pour ce gigawatt. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, pour une puissance installée, donc qui a la capacité au maximum de sa production de produire une grande quantité, en fait, le nucléaire produit tout le temps, alors que le solaire va produire en fonction du soleil, en fonction de son orientation, de sa position géographique, etc. Exactement, voilà. Ok, donc tu disais que le rythme de progression, donc les coûts ont divisé par 10, ont été diminués, ont été divisés par 10, et tu dis que l'accélération de l'installation a explosé par rapport à il y a quelques années. Qu'est-ce que c'est? Combien est-ce qu'on installe en plus aujourd'hui en solaire? Est-ce que ça va à la bonne vitesse par rapport au projet de la stratégie nationale bas carbone, par rapport à ce qu'on dit en ce moment à la COP28 sur le triplement de la nécessité d'installation des énergies renouvelables d'ici 2030? Ouais, très bien. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, là, je suis en train de présenter donc une image. Ouais, alors il y aura un petit intérêt pour ceux qui suivent le podcast sur YouTube, parce qu'effectivement, il y a une petite présentation avec des slides, mais qu'on essaiera d'expliquer pour ceux qui sont uniquement en audio. Exactement. Donc, en fait, ce qui est intéressant, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est que sur ce graphique, on voit l'évolution en fait de la capacité qui a été installée chaque année, des années 2000 aux années 2020. Et donc on voit qu'aux années 2000, en fait, on était sur un petit fil quasiment, donc on était à moins d'1 gigawatt par an, donc vraiment même beaucoup moins. Et là, ce qu'on voit tout en haut du diagramme, c'est qu'en 2021, on était à 190 gigawatts qui avaient été installés. Donc ça, c'est le fil de 2021. C'est exponentiel, effectivement. C'est exponentiel, ouais. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2023, on va être à 400.
Et ce qui est très intéressant, c'est que voilà, 2021, on nous dit 190 gigawatts de modules qui ont été produits. C'est ce qu'a installé la Chine en 2023. Donc la Chine, en fait, c'est à la fois le plus gros producteur de modules PV, mais c'est aussi le pays qui en installe de très loin le plus. En 2023, en fait, la Chine, c'est la moitié du marché mondial en termes d'installation de modules PV. Et effectivement, en production, c'est beaucoup plus. Comme je disais, la Chine, c'est quasiment 90% du marché mondial en production. Mais en installation, donc sur son territoire, c'est la moitié du marché mondial. Okay. Pourquoi est-ce qu'on se réveille maintenant sur cette installation? Est-ce que c'était une histoire de technologie? Est-ce que c'était une histoire de politique? Ouais, je pense que pour le photovoltaïque, l'essentiel de l'enjeu, ça a été la baisse des coûts. C'est-à-dire que dans les années 2000, ceux qui installaient du photovoltaïque, c'était des pays qui avaient une politique solaire ambitieuse via la mise en place de tarifs d'achat, de mécanismes de subvention qui faisaient qu'il y avait un intérêt économique du fait de ces mécanismes de subvention. Et donc, à ce titre-là, des pays qui ont beaucoup installé de photovoltaïque à l'époque, c'était certains États des États-Unis. On peut penser à la Californie. On peut penser également à l'Allemagne ou au Japon. Donc, des pays qui très tôt ont mis en place des mécanismes. Donc, il y a aussi eu la France, notamment à partir du début des années 2000 et surtout sur la période 2009-2010. Il y a aussi l'Italie. Donc, plusieurs pays, donc, que ce soit en Europe, au Japon ou aux États-Unis, qui ont mis en place ces mécanismes qui ont fait en sorte qu'on commence à développer le photovoltaïque avec un intérêt majeur quand même au niveau mondial, c'est qu'en développant cette énergie, les coûts ont baissé. Ce qui s'est passé après dans la plupart de ces pays, c'est qu'en 2010-2011, du fait de la crise économique mondiale, beaucoup ont mis un moratoire sur le photovoltaïque, ont stoppé ces mécanismes de subvention. Et donc, ce qui s'est passé en fait à cette époque, c'est que le marché mondial dans ces pays a vraiment diminué. La Chine, du coup, qui, elle, a commencé à rentrer sur le marché mondial et a commencé à concurrencer, en fait, les producteurs de modules qui étaient, à l'époque, qui étaient essentiellement européens et également japonais et d'autres pays. Elle a commencé à les concurrencer et vu qu'elle ne pouvait plus vendre, en fait, ces modules en Europe, aux États-Unis ou au Japon, enfin, elle pouvait un peu, mais il y avait un marché qui était en diminution, elle a commencé à viser d'autres marchés. Donc, par exemple, ça a pu être l'Amérique du Sud ou d'autres pays. Mais surtout, elle a développé son marché intérieur. Chose qu'elle ne faisait pas auparavant, c'est-à-dire auparavant, les Chinois ont commencé en fait à aller vers le solaire au début des années 2000, mais tout leur marché quasiment était exportateur. Ouais. Et en 2010, ce qui s'est passé, c'est que du fait de la baisse du marché au niveau de l'Europe, de l'Amérique et d'autres pays, ils ont commencé à développer leur marché intérieur. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a jamais vraiment eu d'arrêt sur la croissance de ce marché. Donc, en 2010, on a commencé à avoir une limitation en Europe et aux États-Unis, mais la Chine a repris le relais. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que du fait de cette reprise de relais, les coûts ont continué à diminuer. Et donc, en 2015, en fait, on avait déjà des coûts qui avaient énormément diminué, ce qui fait que le marché a repris vraiment à l'échelle mondiale et qu'aujourd'hui, en Europe, on n'a jamais installé autant de modules qu'aujourd'hui. Alors, et c'est pareil pour les États-Unis, pour la plupart des pays du monde. Aujourd'hui, on installe 200 fois plus de puissance par an qu'il y a 20 ans. Est-ce que c'est suffisant? Oui, tu dis? Là, il y a moins d'1 gigawatt. Oui, c'est ça, d'accord. Donc, c'est encore plus que 200 fois plus. Oui, exactement. Est-ce que c'est suffisant? On entend donc la COP28 bat son plein en ce moment à Dubaï. On parle beaucoup d'énergie renouvelable, de la rapidité de progression de ces énergies-là. Il y en a qui disent que ça dépasse les attentes de ce qu'on pouvait donner dans les stratégies nationales des différents pays. Est-ce que au niveau mondial, on va à un rythme suffisant aujourd'hui sur l'installation de photovoltaïque? Alors, je pense que l'objectif dont tu parles, c'est que dans le cadre de la COP, il y a un certain nombre de pays qui se sont dit on va viser en fait un triplement de la capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030. Ouais. Donc aujourd'hui, on est en 2023 et en gros, l'objectif, c'est dans 7 ans, on triple la capacité d'énergie renouvelable installée dans le monde. Donc effectivement, c'est quand même un objectif qui est assez considérable. Étonnamment, pour le PV, ce n'est pas un objectif qui me paraît si ambitieux que ça. Parce qu'en fait, on a d'ores et déjà la capacité de fabrication des modules qui va être installée. Donc,
tout à l'heure, là, je montrais sur le graphique, on voyait en 2021, on avait produit à peu près 190 gigawatts crête de modules. Cette année, on va en installer 400. Donc, ça veut dire qu'on va en produire plus, hein, parce il y a un effet de décalage, c'est-à-dire que on produit, par exemple, cette année, on va peut-être produire 500, 600 gigawatts de modules. On va en installer 400. Et l'année prochaine, peut-être qu'on en produira encore plus. Et ce qui est prévu, c'est que d'ici 2024-2025, les capacités de fabrication de modules atteignent environ 1000 gigawatts ou 1 terawatt. Donc, quand on parle de 1000 gigawatts, c'est au-dessus des scénarios 1,5 degré de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, en fait, sur le solaire, il n'y a pas d'enjeu en termes, en tout cas à horizon 2030, en termes d'approvisionnement de modules. Ce qui va vraiment être important, c'est est-ce que les pays vont vraiment réussir à installer par exemple, ces 1000 gigawatts dans quelques années. Oui. Donc là, il y a des discussions, mais globalement, la plupart des scénarios s'orientent quand même à horizon 2030 vers des scénarios à 700-800 gigawatts par an à horizon 2030. Donc normalement, voilà, il y aura assez peu de problèmes sur la question du photovoltaïque. Le gros enjeu qu'il va avoir dans les années à venir, ça va plutôt être sur l'éolien, où là, pour le coup, on n'est pas sûr de suivre les rythmes qui permettent un triplement. Or, le photovoltaïque a besoin d'éolien pour s'intégrer dans un réseau électrique. Les deux énergies sont vraiment extrêmement complémentaires et le photovoltaïque ne peut pas se passer d'éolien, tout comme à très long terme, il y aura aussi des besoins de stockage, mais ça, on va peut-être en parler un peu plus tard. Oui, tout à fait. Tout à fait. Juste pourquoi est-ce que complémentaire? Parce que quand il y a du vent, il y a moins de soleil. Quand il y a du soleil, il y a moins de vent ou pas du tout? Oui, voilà, il y a ce qu'on appelle un foisonnement. Alors, souvent, il est caricaturé parce qu'il y a toujours des personnes qui vont prendre un exemple de nuit où il n'y a pas de vent. Ben, effectivement, quand on parle de foisonnement, on ne dit pas ça fonctionne tout le temps. Hein. Quand on parle de foisonnement, on ne dit pas que quand on met de l'éolien et du photovoltaïque, ça va produire une base d'énergie constante tout au long de l'année. Ce qu'on dit, c'est que souvent, quand il n'y a pas de vent, il peut y avoir du soleil, et inversement, quand il n'y a pas de soleil, il peut y avoir du vent. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas, mais ça veut dire que ça compense en grande partie la variabilité de chacune de ces énergies. Ok. Est-ce que sur le photovoltaïque, donc on a eu une réduction des coûts qui est majeure, j'imagine que c'est ça un peu la dernière innovation. Est-ce qu'on a des innovations de rupture qu'on doit attendre qui pourraient nous aider, je sais pas, à peut-être augmenter le rendement? Aujourd'hui, le rendement d'un panneau classique, il me semble que c'est de l'ordre de 16 à 17%. Donc ça veut dire que 16 à 17% de l'énergie qu'il reçoit est effectivement transformée en électricité. Le reste est probablement dissipé en chaleur. Est-ce qu'on peut attendre des innovations majeures qui peuvent nous aider à atteindre ces objectifs de 2030? Ou est-ce que c'est plutôt sur de la standardisation de production Alors, plusieurs réponses. Donc, c'est vrai que dans le PV, quand on regarde les évolutions technologiques des 60 dernières années, donc c'est une technologie ancienne, le PV, qui existait déjà dans les années 50-60, qui a d'abord été utilisée pour un usage spatial. Donc, on l'utilisait pour alimenter des satellites en électricité, et qui ensuite été utilisé pour des usages sur des sites isolés, et puis maintenant pour la production d'électricité. Mais quand on constate donc l'évolution sur 60 ans, ce qu'on voit, c'est plutôt des innovations incrémentales. Donc il n'y a jamais eu en fait d'innovation de rupture. Cette baisse de coût, elle est due à 60 ans d'innovation incrémentale qui se sont mises en place petit à petit pour réduire les coûts. Donc tout à l'heure, tu parlais d'un rendement de 16 à 17%, donc c'est un rendement qu'on constatait il y a 5 ans. D'accord. Aujourd'hui, on est plutôt entre 22 et 23%. Pour parler de rendement, il faut aussi expliquer ce que c'est un rendement. En gros, quand on parle d'un rendement de 23%, ça veut dire que si le module solaire reçoit 1 kWh d'électricité, pas d'électricité, donc 1 kWh d'énergie solaire sur lui-même, eh bien, il va convertir ce kilowattheure en 0,23 kWh d'électricité. Parce qu'il a un rendement de 23%. Oui, c'est ça. Comment est-ce que... Alors, je pense qu'on a à peu près bien défini toute la partie. Qu'est-ce que c'est qu'un panneau photovoltaïque? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le monde, dans son installation? Il y a un truc que j'aimerais bien qu'on regarde, c'est où est-ce qu'on doit les installer, ces panneaux?
Donc, tu disais sur des sites isolés, on parle aussi de fermes de centrales photovoltaïques. On a beaucoup parlé de installations pour les individus, pour les ménages, pour les foyers. On a eu, je ne sais pas si toi, tu étais targeté par ce genre de pub, mais j'ai eu un paquet sur installer des panneaux solaires pour 1 euro chez vous. Qu'est-ce qui est le plus utile? Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit les installer, ces panneaux? Bon, clairement, de toute façon, que ce soit en France ou dans le reste du monde, il y a toujours un enjeu d'installer ces panneaux sur des sites artificialisés, donc que ce soit sur les toitures, sur les ombrières de parking, et tout ça en fait pour limiter en fait l'atteinte à la biodiversité. Et sur des sites déjà artificialisés. Aussi, voilà. Et tout à fait, donc ça peut être aussi des canaux, ça peut être, il y a plein de sites qui sont déjà artificialisés. Et donc l'enjeu, il est en termes de biodiversité, mais aussi en termes social, c'est-à-dire que pour des habitants, que ce soit d'une ville ou d'un village, on préfère avoir une ombrière qu'avoir un parc au sol à proximité. Pour autant, par rapport à ces questions, il y a vraiment un enjeu sur quel est le coût en fait d'un système en toiture. Est-ce que ce coût est le même que sur un système au sol? Et en France, c'est pas le cas. Donc, par exemple, quand on parle du coût d'un système de particulier, on peut être très rapidement sur un coût de revient qui est 3 fois plus élevé que celui d'un système au sol. Quand on parle de grande toiture, on peut là aussi être rapidement à un surcoût de 50%, voire un coût 2 fois plus élevé qu'un système au sol. Et pareil, sur les ombrières, il y a aussi un surcoût qui n'est pas non plus négligeable. Donc en fait, quand on est sur ces systèmes sur terrain artificialisé, on peut avoir un surcoût, sauf lorsqu'on parle par exemple de systèmes au sol sur d'anciennes décharges. Pour le coup, là, quand on va viser une ancienne décharge ou une friche industrielle, le coût n'est pas si éloigné des autres systèmes au sol. Alors parfois, il peut y avoir des surcoûts parce que quand on est sur une ancienne décharge, le sol n'est pas forcément très résistant, donc on ne peut pas forcément utiliser les mêmes systèmes d'ancrage que ce qu'on va utiliser sur un champ classique. Donc là aussi, on peut avoir des petits surcoûts, mais ils sont beaucoup plus légers que sur un système en toiture ou sur d'autres systèmes. Donc, il y a cet enjeu sur les coûts qui fait qu'aujourd'hui, pour aussi limiter les coûts pour le système électrique, on va souvent sur du sol, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va sur du sol en France, dans la très grande majorité des cas, on va viser des friches industrielles. Parce que dans les appels d'offres, les appels d'offres, c'est le mécanisme qu'utilisent les développeurs pour avoir un tarif d'achat qui leur permet donc de faire vivre en fait leur système. Et dans ces appels d'offres, il y a des critères qui font qu'il y a un bénéfice très important quand on va sur une friche. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on vise des friches. Maintenant, ce qui se développe de plus en plus, c'est aussi, on va dire, pas d'autres technologies, mais d'autres usages. Donc on va commencer à aller maintenant vers ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire que on va pas seulement aller sur des friches, on va aller sur des terrains agricoles, mais tout en maintenant la production agricole. Et donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait beaucoup de conflits parce que il y a des questionnements qui se font sur est-ce que on va vraiment réussir à conserver une production agricole avec cette production photovoltaïque. Aujourd'hui, on a une loi qui a été mise en place dans la loi d'accélération des énergies renouvelables qui fait que normalement, on n'est pas censé avoir de pertes importantes sur la production agricole, mais tout ce qui va être l'enjeu dans les années à venir, ça va être l'application de cette loi par les décrets, mais aussi le contrôle au niveau des territoires. Est-ce que cette loi va vraiment être bien contrôlée de manière à ce qu'il y ait peu de pertes de production agricole? Donc voilà, ça c'est pour mettre un cadre. Il y a aussi, donc ça j'en ai pas trop parlé, il faut se dire quand même que quand on va sur une décharge c'est souvent, alors ça paraît un peu stupide comme ça, mais dans les plans locaux d'urbanisme, les décharges sont souvent considérées comme des zones naturelles. Parce que quand la décharge elle a 20 ans, dans le plan local d'urbanisme, on va dire c'est une zone naturelle parce qu'en fait, entre-temps, la forêt a repoussé. Donc, quand on parle de terrain artificialisé, il ne faut pas non plus dire que c'est une ancienne carrière ou un truc où il n'y a pas de biodiversité. Dans l'ancienne décharge, il y a souvent beaucoup de biodiversité parce que justement, tout autour, on a des terrains agricoles où, dans certains cas, on peut mettre pas mal de pesticides
et donc où la biodiversité a eu tendance à fuir, et la décharge, c'est un peu un endroit où la biodiversité se retrouve parce que il y a pas d'habitants, il y a personne qui vient déranger la biodiversité. Donc c'est vrai que dans certaines études d'impact sur des décharges, parfois les résultats n'étaient pas toujours très bons. Et inversement, il peut y avoir des projets aussi sur des zones naturelles, mais qui présentent des enjeux moins importants en termes de biodiversité. Donc c'est toujours, ce qui est toujours compliqué là-dedans, c'est qu'il faut faire la part des choses entre chaque projet, et qu'on peut avoir des bons projets comme des mauvais projets, que l'on parle de friches industrielles, de zones agricoles ou de zones naturelles. D'accord, donc là on a parlé effectivement dans les différents types de structures possibles, donc ombrières, donc centrale au sol, centrale surélevée, donc que ce soit au-dessus de parking, au-dessus de toiture, ou même au-dessus de zones, donc pour l'agrivoltaïsme, au-dessus de zones utilisées, ou alors pour des cheptels bovins, ou alors pour même de la production permaculture, avec des zones ombragées, des zones ensoleillées. Au niveau individuel aussi, on parle beaucoup d'autoconsommation. Quelle est la différence, comment est-ce que ça peut se mettre en place pour des individus? Est-ce que c'est majeur dans la stratégie de développement du réseau photovoltaïque, ou est-ce que c'est à la marge? Ouais. Alors là, on va essayer de comprendre un peu les différents mécanismes qui se mettent en place pour développer tel secteur du photovoltaïque, et aussi les objectifs de l'État. Donc, tout d'abord, on va commencer par les objectifs de l'État. Donc, en ce moment, il y a la stratégie française énergie-climat qui se met en place. Donc, c'est ce qu'on appelle la SFEC. Et dans cette stratégie, il y a un objectif qui a été annoncé. On va voir si celui-ci va être révisé, mais de prévoir entre 75 et 100 gigawatts de photovoltaïque d'ici 2035. Aujourd'hui, on est à 19. Donc, on parle quand même d'un quintuplement, hein. C'est pas anodin sur une période de 12 ans. Dans ce quintuplement, la SFEC prévoit 65% de PV au sol et le reste sur toiture. Donc c'est vrai qu'il y a, du point de vue gouvernemental, il y a vraiment une volonté d'aller sur des sites que le gouvernement considère comme peu coûteux par rapport aux toitures. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'on pourrait un peu timorer cette vision, hein. Donc c'est vrai que souvent on est dans une vision qui est vraiment très noir ou blanc, quoi. C'est-à-dire, soit on va parler à des gens, il faut surtout pas faire de PV au sol, ou il faut viser que des sites artificialisés. Et je pense que cette vision, elle est un peu trop binaire, dans le sens où parfois, c'est compliqué en fait. Aujourd'hui, on a déjà du mal à atteindre des objectifs qui sont beaucoup moins ambitieux que ce qu'on affiche à 2035. Donc, il faut essayer de trouver, si on ne veut pas aller sur des sites naturels, si on ne veut pas aller sur des sites agricoles, il faut trouver des moyens pour faire le même volume sur terrain artificialisé, que ce soit en ombrière, en toiture ou sur des canaux. Et très souvent, c'est là où se termine l'argumentation, c'est-à-dire on a de l'artificialisé, mais on n'y va pas. Donc, je ne veux pas d'aller sur du sol, sur terrain naturel ou agricole. Donc là, pour moi, c'est la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu proposes pour qu'on développe plus sur l'artificialisé? Et inversement, il y a une vision qui est plutôt celle du gouvernement, hein, qui dit on va aller au maximum sur le sol parce que ça coûte moins cher. Et dans cette vision, là aussi, je pense que il y a un manque sur certains points. C'est par exemple, pourquoi, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est pourquoi le solaire en toiture coûte aussi cher aujourd'hui. Et là, il y a des questionnements, hein, qu'on peut se poser. Par exemple, quand on va voir aux Pays-Bas ou en Australie, qui ont énormément développé le solaire, notamment sur les particuliers, eh bien, le coût au watt crête, donc c'est vraiment le coût unitaire, on va dire, de l'installation au watt, il est 2 fois moins cher qu'en France. D'accord, ok. Donc, comment ont-ils réussi à baisser les coûts à ce niveau? Alors ça, c'est une question qu'on pourrait se poser pour la France. Donc, qu'est-ce qui fait que nos coûts sont importants? Donc, une explication parmi toutes, c'est déjà, en fait, aux Pays-Bas, on a équipé à peu près un quart des maisons. En France, on est à 5% des maisons. Donc déjà, le marché est plus gros. En Australie, dans certaines villes, dans certains quartiers, on arrive même à la moitié des maisons qui sont équipées. Donc le marché est plus gros, il est plus mature. Donc la concurrence a eu le temps de se faire. Et puis, il y a un autre aspect qui est très important, c'est qu'en France, on a des démarches qui sont extrêmement complexes, qui font que très souvent, un installateur, il va proposer un projet en particulier et
6 mois plus tard, ce projet va échouer parce que il y a quelqu'un qui est venu lui mettre un bâton dans les roues. Donc ce quelqu'un, ça peut être par exemple l'architecte des bâtiments de France, hein, donc qui a pu dire non, je veux pas de ce système parce que il y a une co-visibilité avec le monument historique d'à côté. Ou plus tard, ça a pu être, donc c'est des cas qu'on a souvent pu voir, une question de raccordement. C'est-à-dire qu'au moment où donc le devis de raccordement, on le demande après donc l'autorisation d'urbanisme, donc après l'ABF. Donc déjà, il y a plusieurs mois qui s'écoulent. Et donc quand on demande le raccordement, parfois on peut avoir un devis qui est très élevé et qui remet en cause le projet. Et donc quand on voit ce devis, on arrête le projet et pendant tout le temps qu'a passé l'installateur en amont, c'est du temps perdu parce qu'il ne va pas pouvoir faire son projet. Quand on parle raccordement, c'est Enedis. Donc en fait, c'est à l'État de subventionner ces raccordements. Ou un GRD. Non, ça peut être Enedis ou un gestionnaire de réseau local. Enedis, c'est 95% du réseau en métropole, mais il peut aussi y avoir d'autres gestionnaires de réseau locaux. Mais c'est pas, Enedis, c'est pas l'État. C'est une entreprise privée. Donc, oui, effectivement, on pourrait tout résoudre via des subventions, mais c'est pas juste une question de subvention, c'est aussi comment on organise les démarches, comment on met en place les règles de raccordement. Là, je pense qu'on va aller dans un sujet technique, donc je ne vais pas plus développer, mais j'ai donné 2 exemples. Ces 2 exemples concrets, il y en a d'autres qui font que les démarches sont souvent assez complexes et elles sont souvent plus complexes que dans ces autres pays que j'ai pu décrire, qui font qu'eux arrivent très rapidement, en fait, en quelques mois, quand on fait une demande pour un projet PV, en 1 mois, 2 mois, on a son installation chez soi. En France, ça peut parfois prendre plus de mois. Alors, ça commence à changer. On parlait, en préparant cet épisode, on parlait aussi du côté un peu, pas moutonnier, mais peut-être un peu genre d'imitation de ses voisins, de la norme sociale aussi, où aujourd'hui, en fait, il y en a assez peu qui l'ont, mais le jour où il y en aura un peu plus, probablement que ça s'étendra beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Alors, il y a eu pas mal d'études de sociologues sur le sujet de pourquoi le photovoltaïque se développe. Parce qu'en fait, il y a une barrière sociale au développement du photovoltaïque. C'est bête, mais il y a, comme tu disais, en fait, il y a un effet moutonnier. C'est-à-dire que le premier qui va installer du photovoltaïque chez lui, il va avoir une barrière sociale très forte parce qu'il est le seul à le faire. Il va se dire, je mets du photovoltaïque, je suis le seul, les gens vont me regarder bizarrement. Mais une fois que lui aura installé du photovoltaïque, le voisin d'à côté, il va se dire, bon, je suis pas seul. Mon voisin l'a déjà fait. Alors, comme ça peut paraître un peu aberrant parce qu'on se dit, on n'est pas des moutons, on ne suit pas le voisin, mais toutes ces études ont montré que, un peu en fait. Et donc, c'est quelque chose qu'on a pu voir, que ce soit aux Pays-Bas ou en Australie. Il y a vraiment des effets en fait où, quand quelqu'un commence à installer du photovoltaïque ou quand quelques voisins commencent à installer du photovoltaïque, en fait, dans le quartier, le photovoltaïque se développe beaucoup plus que dans les quartiers où personne n'a installé du photovoltaïque. Et ça, c'est pas forcément lié, par exemple, à la cause. Enfin, les quartiers en question, c'est pas forcément des gens, par exemple, qui ont voté écolo ou qui vont avoir une conscience écologique. Ça peut être des personnes qui n'ont aucune conscience écologique, mais juste parce qu'ils voient que le voisin le fait, se disent, il y a peut-être un intérêt. Et cet intérêt, il n'est pas forcément d'ailleurs écologique. Ça peut être, ils peuvent se dire, s'il a fait, c'est peut-être qu'il y a un intérêt économique. Oui. Et donc voilà, cet effet moutonnier est très important et on commence à l'observer actuellement en France. C'est-à-dire que en 5 ans, le taux d'installation sur les maisons individuelles, il a été multiplié par 6. Donc auparavant, le PV particulier, c'était quelque chose qui était vraiment minoritaire. C'était pas complètement minoritaire, mais voilà, c'était assez faible quand même en termes de capacité installée par rapport aux centrales au sol ou aux centrales sur grande toiture. Aujourd'hui, là, en 2023, on devrait installer 800 MW sur les 3000 MW qu'on va installer dans l'année. Donc c'est plus du tout minoritaire, ça représente quasiment un tiers de la capacité installée. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration où on est sur du quasiment un tiers particulier, un tiers grande toiture et un tiers au sol. D'accord. Et ça, pour les particuliers, est-ce que c'est de l'autoconsommation ou est-ce que c'est relié à la grille générale pour pouvoir alimenter aussi le réseau? Alors oui, c'est vrai qu'il y a souvent des confusions par rapport à ça. Quand on est en autoconsommation, en général, on est raccordé au réseau. On est quand même relié.
c'est vraiment très rare. Des personnes qui sont en système isolé sont vraiment extrêmement minoritaires. Donc, on peut peut-être décrire, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui mérite d'être un peu développé sur les dispositifs. Un premier dispositif, c'est ce qu'on appelle la vente totale. Donc, la vente totale, c'est on va avoir son installation et on va injecter l'électricité au réseau et on va recevoir un revenu pour cette injection. Ça, c'est un premier dispositif. Il n'est pas très courant aujourd'hui. L'essentiel des particuliers vont faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation individuelle. Donc, quelle est la différence ? Eh bien, là, en fait, on va se raccorder sur le compteur consommation. Et donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que quand l'installation va produire, tout ce que l'installation va produire va être déduit de la consommation du site. Et puis, il y a des moments où, en fait, on va produire plus que ce qu'on va consommer. Et donc, une partie de l'électricité va être injectée. Et donc, pour ça, on va avoir en fait un tarif d'achat du surplus qui sera bien sûr un peu plus faible que celui de la vente totale, qui va faire que, là aussi, l'usager va avoir un revenu pour le surplus qu'il va vendre quelque part au réseau. Après, il y a le cas donc, de l'autoconsommation totale, qui est également raccordée au réseau, parce qu'en fait, dans la plupart des cas, on est sur ce qu'on appelle des onduleurs grid following. Donc l'onduleur, pour se synchroniser, il a besoin d'avoir le réseau, sinon en fait il ne fonctionne pas. Et donc vu qu'on est, quand on est dans ce cas qui est vraiment très majoritaire de l'onduleur grid following, eh bien même quand on va être en autoconsommation totale, en fait ce qui va se mettre en place, c'est un système où dès qu'on va avoir du surplus, on va avoir un système qui va dire à l'onduleur faut diminuer la production pour éviter d'injecter des surplus sur le réseau. Mais cet onduleur, il sera toujours synchronisé avec le réseau. Et puis, il y a le dernier cas, c'est donc ce qu'on appelle des systèmes avec des onduleurs grid forming. Et eux, donc, c'est des onduleurs qui vont être capables de générer un réseau, y compris lorsqu'on va être déconnecté du réseau. Mais c'est des onduleurs qui sont un peu plus coûteux, hein, donc après, ça va pas non plus trop surenchérir le coût du système global, mais aujourd'hui, c'est pas la majorité des cas. C'est vraiment pas la majorité des cas parce qu'il y a un surcoût lié à cet onduleur. Ok, écoute, merci pour tout ça. J'aimerais quand même avant de boucler cet épisode, qu'on passe sur les points d'accro, je dirais, sur l'énergie. On parle beaucoup, les détracteurs du solaire photovoltaïque parlent beaucoup de son impact environnemental lié à sa production et lié au fait que les filières de fin de vie des panneaux ne sont pas encore très développées. Alors, je crois que ça l'est un peu en France, mais assez peu dans d'autres pays. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Est-ce que c'est une vraie raison à soulever pour se dire qu'il vaut mieux passer sur une autre énergie ? Alors, ouais, on peut déjà un peu essayer de parler donc effectivement des déchets qui sont produits par l'industrie. Déjà, ces déchets, alors je vais juste, pour ceux qui vont voir sur YouTube, je vais juste rapidement présenter un petit graphique, alors si j'arrive à le retrouver. Bon, sinon je vais pas passer plus de temps sur ça. Bon, c'est pas grave, on va pas le présenter. Donc par rapport à cette question des déchets, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, on a une obligation de retraitement de ces déchets. Donc, on a un éco-organisme qui auparavant s'appelait PV Cycle, qui désormais s'appelle Soren, qui va être chargé de la collecte de ces déchets et de leur retraitement. Et donc, aujourd'hui, d'après cet organisme, on retraite à peu près 94% des déchets. Donc, une partie est recyclée, une partie est brûlée. Donc, on peut essayer un peu de décrire ce qui est recyclé et ce qui est brûlé. Globalement, dans un système photovoltaïque, on a quasiment 70% de verre, 10% d'aluminium, et vraiment la matière qui a vraiment de la valeur, c'est la partie silicium qui concerne 3% de la masse, donc c'est qui est très faible, mais qui a une grosse valeur ajoutée. Donc, le verre, on est en train de mettre en place des processus pour le recycler, mais sinon ça peut partir en mâcheur. Donc, il y a une forme de réutilisation, mais sans forte valorisation économique. L'aluminium, c'est recyclé dans les filières classiques, hein, donc c'est un des métaux qui est le mieux recyclé. On jette une canne d'aluminium, voilà. Et puis il y a une partie en fait dans le photovoltaïque aussi qui est tout ce qu'on va utiliser comme colle
pour maintenir les différents éléments en place. En général, c'est une colle qui va utiliser du PET, donc qui est une forme de plastique. Et donc, cette partie-là peut être incinérée. Donc après, voilà, il y a différents processus. Donc, ce que je dis là n'est peut-être plus forcément à jour parce que je sais que Soren fait énormément évoluer ces processus. Donc, par exemple, tout à l'heure, je disais que la majorité de la valeur ajoutée se concentre dans la partie silicium. Auparavant, on ne savait pas recycler cette partie-là. Mais Soren a travaillé avec une start-up qui a trouvé des nouvelles technologies pour valoriser cette partie-là. Donc, cette partie-là, elle pourrait être réutilisée pour la construction de nouveaux modules. D'accord. Donc Et ça, ça, c'est voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est industriellement mis en place et on fait, on sait le faire sur l'ensemble du parc de panneaux en fin de vie en France, par exemple. Alors ouais, on parle industriellement mis en place. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les modules PV en France, on en recycle très peu. Pas Parce qu'on a commencé à en mettre en place il y a 30-40 ans et qui ne sont pas encore en fin de vie. C'est ça, exactement. Donc, par exemple, moi, le directeur de l'association pour laquelle je travaille, donc Estul, il a une installation photovoltaïque qui a plus de 30 ans. Elle est toujours en place. Il n'a pas changé. Pareil, donc Espul, en fait, à la base, l'association pour laquelle je travaille, elle s'est mise en place pour installer la toute première centrale photovoltaïque raccordée au réseau. Donc, c'était au début des années 90. Donc, ça s'est fait à proximité de Lyon. Et cette centrale, elle a été mise en place au début des années 90 et elle fonctionne toujours. Donc, sur cette centrale, on n'a pas remplacé les modules, puisque ceci fonctionne toujours. Oui, mais ce que ça veut dire, c'est que sur le photovoltaïque, on va avoir un peu comme sur le nucléaire dans les années 2035-2040, c'est-à-dire qu'on va avoir un grand nombre de centrales d'un coup. Enfin, ça va aller croissant parce que effectivement, on a augmenté de façon exponentielle notre installation. Mais ça veut dire qu'on va quand même se retrouver assez vite avec une quantité assez phénoménale de matériaux à recycler, avec une filière qui l'a encore pas énormément fait. Exactement. Mais donc, c'est pour ça que la France a quand même pris les devants par rapport à d'autres pays. Donc, c'est-à-dire que dans la plupart des pays, qu'on parle des États-Unis ou d'autres, aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme de collecte et de traitement. Donc, ce qui se passe parfois, en fait, c'est que les modules sont mis en décharge, ce qui n'est pas très propre, quoi, effectivement. Mais ce n'est pas le cas de ce qu'on fait en France, puisqu'en France, on a déjà une collecte et on a déjà des systèmes opérationnels, on a déjà des startups en fait, qui développent les systèmes du futur. Et donc, quand je parle de startups, c'est-à-dire que pour autant, les modules qui sont collectés, ils sont bien traités. Mais si aujourd'hui je parle de startups, c'est que les volumes sont faibles. Et l'objectif à terme, c'est que cet organisme Soren arrive à développer les capacités en même temps que le niveau de collecte. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir plutôt en fin, effectivement, de cette décennie. Donc, on va commencer à avoir des volumes qui vont arriver assez importants dans la décennie en cours, mais qui vont vraiment se développer massivement à partir de 2030. Ouais. Il y a un des autres enjeux, je ne sais pas si c'est un inconvénient qu'on pourrait citer, mais c'est le fait qu'on cite souvent les énergies renouvelables et en particulier le solaire et l'éolien comme des remplaçants potentiels du nucléaire qui va en vieillissant et qui fait aussi ses propres débats. Est-ce que c'est censé être le cas ? Comment est-ce qu'on est censé développer la filière photovoltaïque ? Est-ce que c'est en remplacement du nucléaire ? Est-ce que c'est en plus ? Comment est-ce que ça se passe ? Ouais, alors là, c'est vrai qu'il y a quand même un peu un faux débat en France. Donc, faut se dire qu'aujourd'hui, le gouvernement français, il a quand même une vision qui est très favorable à la filière nucléaire. Donc, on avait que ce soit à travers le développement de 6 nouveaux réacteurs jusqu'en 2035. Le développement de 6 nouveaux réacteurs et peut-être même de 14 à horizon 2050. Donc, la vision du gouvernement, c'est sur la partie nucléaire, on y va à fond. On met vraiment les bouchées doubles sur le nucléaire, mais même en y allant à fond comme veut le faire le gouvernement, la production d'électricité à horizon 2050 ne sera pas suffisante. En fait, la volonté du gouvernement, comme je disais, veut y aller à fond, c'est juste de maintenir la production actuelle du parc nucléaire parce que ce qu'il faut se dire, c'est que ce parc il a été construit principalement dans les années 80 et que d'ici 2050, une bonne partie des réacteurs aujourd'hui en service sera démantelée. Et donc, pour compenser ce démantèlement de ces réacteurs, il faut construire de nouveaux réacteurs. Et donc, cette construction ne vise aujourd'hui qu'à compenser ce qui va être démantelé. Donc, là, on se dit, très bien.
donc si je comprends bien, on va maintenir le nucléaire, donc quelque part notre électricité restera décarbonée. Sauf qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça, parce que du fait donc de la décarbonation, il va falloir à côté qu'on électrifie donc nos moyens de chauffage, notre mobilité, et tout ça, ça va consommer de l'électricité. Donc certes, l'électricité c'est quelque chose de plus efficace. On peut aussi parler de la sobriété, hein, qui fait que ce soit aussi donc la sobriété et l'efficacité. Donc on va isoler les maisons, donc c'est-à-dire qu'on va consommer moins de chauffage grâce à l'isolation. Par la sobriété, on va peut-être avoir des usages un peu plus modérés de l'énergie, mais même en additionnant ces différents paramètres, on se retrouve dans quasiment tous les scénarios avec une électrification des usages qui nécessitera plus de production d'électricité. Donc même en maintenant la production nucléaire, si on ne développe pas les énergies renouvelables, on se retrouve en fait à devoir produire ces énergies renouvelables, enfin cette énergie ou cette électricité à partir de charbon ou gaz. Complètement. Et si vous voulez plus d'infos d'ailleurs sur ces sujets, sur le mix énergétique, sur par quoi est-ce qu'on va remplacer pétrole, charbon, gaz, on en a fait tout un épisode avec Le Réveilleur sur les différents scénarios de RTE qui s'appelle Futur 2050. Ça doit être l'épisode 35 ou 36, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, donc il faudra que vous alliez regarder sur le site internet thebigshift.fr. Il y a un dernier point qui me vient en tête quand on parle énergie renouvelable, photovoltaïque, on parle intermittent. Il y a un peu le mythe du stockage de l'énergie qui est souvent présenté comme le saint graal des énergies renouvelables. Comment est-ce qu'on va allier ça avec le développement du photovoltaïque qui va être croissant? Est-ce qu'on va se retrouver avec un système électrique qui va être complètement intermittent avec des coupures? Comment est-ce qu'on lie photovoltaïque et stockage de l'énergie? Ouais, ce sera la dernière question et je te laisserai le plus complexe pour la fin. Comme ça, on pourra ouais, effectivement, c'est une question complexe qu'on ne pourrait pas résumer en 10 minutes, hein, mais tout d'abord, il faut quand même se représenter un peu la vision qu'on a en France, c'est que on va, en tout cas dans la vision du gouvernement, on va maintenir du nucléaire, que ce soit à court, moyen ou long terme. Et donc le gouvernement prévoit quand même une production nucléaire qui devrait être aux alentours de 50% de production nucléaire dans le mix électrique à horizon 2050. Donc déjà, ça c'est un point qui est quand même fondamental, c'est que souvent en fait quand on dit ouais mais les énergies renouvelables c'est variable, les gens ils sont aussi dans un discours qui est assez binaire, c'est soit on est dans du 100% ENR, soit on est sur du 0%. La réalité qu'on va avoir en France, ce ne sera pas celle-là. Puisque, comme je le dis, on va plutôt viser un mix à 50% nucléaire. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes lorsqu'on a 50% de nucléaire ou 0%. Et donc, que nous dit RTE, c'est que, par exemple, quand on est dans l'étude future énergétique, quand on est sur un mix à 50% nucléaire, on n'a globalement pas forcément besoin de ce qu'on appelle du stockage intersaisonnier. Donc, c'est un moyen de stockage qui va permettre de compenser une ou plusieurs semaines sans vent et avec peu de soleil. Parce que c'est clairement des phénomènes qui peuvent se produire. Hein. Donc, chaque hiver, on a ce type de phénomène où pendant 1 ou 2 semaines, on a assez peu de vent, assez peu de soleil. Et donc, en général, là, ce qu'on peut voir, c'est sur les réseaux sociaux, on va avoir beaucoup de pro-nucléaires qui vont faire des captures d'écran d'Electricity pour montrer que, regardez, l'Allemagne a un mix aussi pourri que la Pologne, donc il ne faut pas faire de NR, quoi. C'est un peu le raisonnement que j'entends. Mais voilà, ça, c'est des phénomènes qui sont assez exceptionnels, qui se concentrent vraiment sur 1 ou 2 semaines, et qu'on ne verra pas en France si on maintient 50% de nucléaire. Puisque ce 50% va pouvoir contrebalancer cela. Donc là, c'est vraiment la partie, on va dire, la plus complexe, c'est comment on va gérer des semaines sans vent ni soleil. Et c'est la partie où en fait, c'est là où on va utiliser ce qu'on appelle du power to gas. Donc, on va utiliser de l'hydrogène ou du méthane pour produire de l'électricité pendant ces périodes-là. Et donc, c'est le seul moment où on va vraiment avoir un usage de biogaz ou d'hydrogène. Donc, ça peut être de l'hydrogène produit par l'électricité par ailleurs, qui va être utilisé donc pour compenser cette variabilité. Dans les autres cas,
donc des moments où on va avoir peu de soleil ou peu de vent, mais à une échelle plus petite, donc par exemple au niveau de la journée, eh bien on peut avoir d'autres moyens de stockage. Donc c'est dans ce cas-là, par exemple, qu'on va utiliser les batteries ou d'autres types de flexibilité, comme par exemple, s'il n'y a pas de soleil, par exemple, aujourd'hui on a des pics de consommation le soir à 19h. Ça s'explique comment? C'est que le soir, on arrive, on allume la lumière, on allume le chauffage, mais ça, c'est des choses qu'on pourrait changer. Le chauffage, on pourrait très bien le paramétrer pour qu'il s'allume principalement à midi, au moment où on a du soleil. Parce qu'il ne faut pas croire, là, à chaque fois, on nous dit oui, mais il n'y a pas de soleil en hiver. C'est faux. Enfin, c'est clairement faux. Hein. Dans une bonne partie de la France, on a quand même une certaine production solaire. Elle est certes moins importante qu'en été, mais elle joue un rôle vraiment très important au niveau de l'équilibre du système électrique. Et donc, l'idée à terme, c'est effectivement de décaler ces usages vers les périodes où on va avoir une production en air importante. Donc, ce sera souvent en fait le midi, hein, là où on a du soleil, ou des moments où on aura plus de vent. Donc, tu veux dire Et donc, chauffer en prévision de la soirée, chauffer un appartement ou une maison à midi, en espérant après conserver la température. C'est ça, voilà. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a un autre enjeu sur l'isolation des maisons, parce que c'est pas normal d'avoir une maison qui perd sa température au bout de 2 heures. Si on a une maison qui perd sa température au bout de 2 heures, c'est que l'enjeu n'est pas l'énergie. L'enjeu, c'est l'isolation. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut mener tous les combats en même temps. C'est-à-dire qu'il faut à la fois isoler les maisons, il faut faire de la sobriété, et une fois qu'on aura fait ces combats-là, l'enjeu de la variabilité, il sera beaucoup plus facile à gérer. Et puis, c'est des choses souvent, voilà, les gens, ils nous disent, on va couper l'industrie, on va couper c'est le fameux mythe de quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, on va arrêter le train. Mais personne ne propose ça. Dans les scénarios RTE, il n'y a aucun moment où on dit on va arrêter le train. Il y a toujours dans ces scénarios une part de base dans le mix électrique qui reste en continu et qui fonctionne en permanence. Ce qui est arrêté, en fait, c'est les moyens où, pour le coup, il y a peu d'enjeux, en fait, où les enjeux sont acceptables de couper à certains moments. Et donc, ça peut être effectivement, comme je disais, décaler le chauffage. Est-ce qu'on a besoin de chauffer en permanence? Mais pas forcément. Il y a des choses qu'on a mis en place dans les années 80 et qui choquent personne. C'est les ballons d'eau chaude sanitaire. Moi, j'ai un système chez moi, Air Cruiser pleine. C'est automatique. J'ai un contacteur dans mon tableau électrique qui s'active au moment des heures creuses. Et j'ai une flexibilité énorme, en fait, parce que donc moi, j'ai un compte trafic kVA, et le ballon d'eau chaude sanitaire, il représente 2 kVA lui seul. Et donc, cette flexibilité qui est énorme par rapport à mon contrat de 2 kVA, elle s'active toute seule sans que je m'en rende compte. Et donc ça, c'est des flexibilités qu'on pourrait développer davantage à l'avenir. Donc aujourd'hui, on a les ballons d'eau chaude, mais ça pourrait être les pompes à chaleur, ça pourrait être aussi les chauffages électriques, mais aussi les véhicules électriques. Est-ce qu'on a besoin de charger le véhicule électrique dans des moments où il n'y a pas de vent, pas de soleil? Pas forcément. Parce que c'est vrai que l'usage en fait, qu'on va avoir d'un véhicule électrique, par rapport au nombre de kilomètres qu'on parcourt chaque année, on n'a pas besoin de charger complètement la batterie tous les jours. Ouais. Et on a surtout besoin de la charger en journée quand il y a du soleil pour pouvoir faire le trajet du soir et le trajet du matin. Voilà. Et juste par rapport à ça, donc, ce que je décris ici, en fait, c'est ce qu'on appelle plutôt des flexibilités donc intra-journalières ou intra-hebdomadaires. C'est des usages qu'on peut décaler, mais on ne va pas les décaler sur 2 semaines. On va les décaler, on va les décaler soit de quelques heures, soit ce qu'on peut faire aujourd'hui, on va le faire le lendemain. Mais à un moment donné, l'idée, c'est pas de changer complètement la vie des gens. Oui. Et donc ça, c'est des flexibilités qui, si on les développe pas, en fait, on va développer d'autres flexibilités qui sont apportées par les batteries. Donc en gros, là, on parle quelque part d'un enjeu de sobriété. Soit on arrive à décaler des usages, et franchement, on parle pas de quelque chose de vraiment fondamental. Hein, ça. Quand on était dans la période Covid, on était quand même enfermés dans nos maisons, on devait porter nos masques partout. On a eu des changements en fait sociétaux qui ont été beaucoup plus importants que ce dont on parle là, de juste allumer le chauffage à certaines heures. Hein. Donc, franchement, c'est des petits changements, mais c'est des petits changements qui auront un impact environnemental qui n'est pas négligeable, parce qu'ils pourront permettre d'éviter de mettre en place des batteries qui pourraient compenser ces flexibilités. Donc, voilà, c'est quelque part sur l'intrajournalier, il y a 2 technologies qui sont possibles, enfin 2 technologies ou usages sociaux. Soit on fait des flexibilités, donc on change notre usage, soit on fait des batteries, soit, et c'est ce qui va se passer, on va faire un mix des 2 en fait. Écoute, merci beaucoup Damien, super intéressant. J'espère que cet épisode vous aura aussi intéressé. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous êtes notre auditeur préféré.
On vous aime beaucoup et n'hésitez pas à aller écouter tous les autres épisodes sur l'énergie. Il y a vraiment énormément de choses à apprendre sur ce sujet-là qui est vaste, majeur dans la transition écologique. La transition énergétique, c'est quand même un des fers de lance de la transformation de nos sociétés. Donc, formez-vous là-dessus. C'est hyper important. Et puis, moi, je vous retrouve dans 10 jours. On est sur la fin de l'année, donc je ne sais pas encore trop si vous aurez un épisode pour le 1er janvier. C'est pas encore évident, donc je vous tiens au courant là-dessus. Et je vous souhaite en tout cas de très bonnes vacances si on ne se revoit pas d'ici là. À très bientôt. Salut Damien. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.